Céline Artero a choisi de faire sa thèse de biologie marine sur le mérou géant de Guyane, un poisson sur lequel les scientifiques n'ont aucune donnée. Elle travaille avec Éric Ribas et l'association des pêcheurs plaisanciers qui a décidé de mettre son expérience au service de la protection des espèces. Direction les îles du Salut devant Kourou, un spot bien connu des pêcheurs. Objectif, évaluer la population des mérous géants et sa capacité à se reproduire. Du Brésil à la Floride, en passant par les Antilles françaises, la Guyane est le seul pays de la zone où la capture du mérou géant est encore possible. Pourtant, les pêcheurs de Cayenne et de Kourou ont noté une diminution de leur prise. Depuis 2 ans, une étude a été lancée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour en savoir plus. Pour pêcher le mérou, on se met tout le temps près des roches. Donc effectivement, ça peut être une île ou alors un haut fond, comme on appelle. Donc c'est une grosse roche qui n'émerge pas, mais qui est assez importante pour pouvoir contenir toute une faune et tout un écosystème. À partir du moment où on s'éloigne des roches, il n'y aura plus de mérou. C'est vraiment son habitat. Voilà. Il est là. Pas très gros poisson, mais... Il était malin. Ouais, tu vois, il s'est mis dans la roche. Hein. Et j'ai bien cru qu'il partirait pas, qu'il n'y était plus, quoi. Que j'avais accroché, en fait, il était encore au bout. Il fallait couvrir les yeux là, à cause du soleil. Alors, quel petit numéro on va lui mettre? 505. Comme ça, si on revient ici un jour, on va pouvoir potentiellement le recapturer. On saura que c'est lui, on saura à quelle date on l'a pêché, où ça exactement, et quelle taille il faisait lors de la première recapture. Donc du coup, ça va nous donner des informations sur le déplacement du poisson, sur sa croissance. Les méthodes ont été mises au point avec l'équipe de recherche de l'Université de l'État de Floride, qui travaille sur le mérou depuis 20 ans. Le maître mot, préserver. Les pêches scientifiques ne doivent pas mettre en danger la vie du poisson. Celui-là, il fait partie des jeunes mérous, parce que nous, on en a déjà attrapé des beaucoup plus gros. C'est des gros mérous qui sont plus gros que nous, qui sont plus lourds que nous. Là, 1,7 m, ça reste du petit mérou, quoi. C'est un genou, c'est un ado. Moi, ça m'a passionné. Quand on m'a contacté au début, j'ai pas hésité une seconde, quoi. Et pourtant, c'est pas un poisson qu'on recherchait particulièrement il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a avancé déjà un petit peu dans la sensibilisation des pêcheurs à la protection du mérou. Mais on a le problème ici, c'est que le poisson, on ne le voit pas, hein, avec l'eau turbide. Donc, on ne connaît pas ses déplacements, on ne peut pas... Voilà, c'est un mystère ce qui se passe là-dessous. Avant de commencer son étude, Céline n'était jamais venue en Guyane. Cette grande forêt amazonienne en bordure d'océan est un régal pour la jeune biologiste. Le week-end, elle part explorer une crique ou une rivière pour découvrir de nouveaux poissons. C'est en furetant dans les rochers que Céline a été mordue par un aïmara, un poisson carnivore présent en Guyane. L'histoire, qui a fait le tour de la communauté des pêcheurs, a scellé la réputation de la chercheuse. Une intrépide, qui ne recule pas.
J'ai l'impression d'être Robinson Crusoe. On est avec 3 fois rien, on est sur un bateau, on emmène de quoi manger et le strict minimum. Et puis on va comme ça au milieu de nulle part, au milieu de l'Amazonie. Et donc il n'y a personne, il n'y a rien et c'est l'aventure, quoi. Allez, accélère. Je pense que la Guyane est un endroit de la Terre qui est encore assez conservé. On a de nombreux habitats, que ce soit les rivières, les mangroves ou le milieu marin, où il y a très peu d'industrialisation. Il y a un écosystème très très riche, que ce soit dans les rivières, au niveau estuarien ou même sur la côte marine de la Guyane, qui amène beaucoup d'espèces et beaucoup de poissons. Goliath Grouper, le nom anglais du mérou géant. Dans cette boîte, des échantillons de nageoires dorsales que Céline a prélevés. C'est la meilleure façon de déterminer l'âge du poisson sans mettre sa vie en danger. Comme pour un arbre, il suffit de compter les stries de croissance qui se forment chaque année. La méthode mise au point en Floride est sans doute moins précise que l'analyse des otolithes, des concrétions que l'on trouve dans l'oreille interne des poissons. Mais elle laisse le poisson vivre. Le plus vieux mérou géant qui a été capturé avait 37 ans. Ça ne veut pas dire qu'au maximum ils ont 37 ans, donc je pense que ça peut vivre un peu plus vieux, donc entre 40 et 50 ans. En Guyane, je n'ai pas trouvé d'individus aussi vieux. Nous, c'est une population qui reste jeune. Les premières analyses montrent entre 2 ans et allez, on va dire 14 ans. Pour faire parler les données recueillies, Céline utilise des méthodes statistiques qui organisent des informations pour mettre en évidence les constantes et les variations. Un travail de longue haleine qui ne fait que commencer. C'est les espèces qui sont en voie d'extinction, avec une vraie problématique de conservation. Donc voilà, moi ce qui me motive, c'est de pouvoir aider une espèce à se maintenir en fait, sur Terre tout simplement et éviter son extinction. Je pense que travailler en Guyane, c'est à double tranchant, dans le sens où c'est extrêmement difficile de s'adapter à l'environnement et de trouver des résultats à cause de la turbidité, le courant et tout ça. Mais qu'effectivement, à cause de ça, il y a une méconnaissance totale en fait, de tout ce qui peut se passer en mer, de toutes les espèces vivant ici. Donc du coup, on a tout à apprendre, il y a tout à faire. Et ça, c'est extrêmement captivant. Ok, pause. Dès que tu sens que tu es accroché, tu bloques. C'est bon. À Cayenne, tout le monde connaît Georges Caram et son franc-parler. C'est le principal pêcheur professionnel de mérou. J'ai arrêté de fixer le mérou. 3,50 €, des bricoles, puis après ça se retrouve sur des tables à 10 €, 15 €. Et puis c'est toi qui prends le soleil, c'est toi qui prends... Ouais, la seule chose que tu prends le plaisir de faire un beau combat, quoi. C'est un beau combat, un mérou. C'est le poisson qui se défend. Double ligne. C'est quoi ça? C'est quel poisson ça? Vache de mer. Je vais voir si je peux enlever mon baguette. Voilà. Sauvé. Quand les requins sont comme ça, tout près comme ça autour des roches, ce sont des requins de sable qu'on appelle ça, ces requins-là. C'est rare que les mérous mordent en même temps. Pêche moins de mérous. Ça, je suis d'accord. Mais moins de gros mérous, je suis pas d'accord. Les gros mérous sont là. Seulement les gros mérous, ce sont des poissons qui sont malins, c'est tout.
Même à l'époque où est-ce qu'on pêchait les mérous, la moyenne c'était des mérous de 50-80 kilos. Il n'y a jamais eu des prises 10 mérous de 250 kilos, c'est faux. Oh Daniel, ça va? T'as du mérou? Alors oui, Ah. justement, j'en ai réservé justement. Comme on avait dit, c'est bon. D'accord. Ouais, impeccable. Bon bah c'est bon, tu me coupes une belle dinde. Ok. Et puis tu me livreras le reste. À Cayenne, comme dans les autres villes de la côte guyanaise, les restaurants proposent le mérou sur leur carte. Quand il y a un arrivage sur le marché, Jean-Christophe Lauter, le patron du Paris Cayenne, fait ses réserves. Avec ce petit mérou de 25 kilos, il devrait tenir 1 ou 2 semaines. C'est un des poissons rois, le mérou. C'est la chair d'un mérou, d'un jeune mérou. A fortiori, c'est vraiment à part. C'est quelque chose de très très bon. Ça a une tenue, ça a un goût. On a les plus gros mérous du monde ici quand même. Moi j'en ai vu de mes yeux en plongée aux îles du Salut un jour où l'eau était claire. C'est hallucinant. C'est des monstres de 200-300 kilos. Je ne sais pas combien de temps encore on va pouvoir en proposer, puisque c'est une espèce qui est de plus en plus protégée. Il se trouve qu'ici, on a, compte tenu des quantités qu'on pêche et de la consommation locale de mérou qui n'est pas très excessive, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'un jour, on ne pourra pas en vendre. Tant qu'on peut le faire, il faut en profiter. La grande déception de Céline, c'est de ne pas pouvoir plonger en mer. La remontée des alluvions de l'Amazone rend l'eau de l'océan turbide et dangereuse. Quand elle trouve le temps, elle se rend à la Crique, une carrière creusée pour réaliser le barrage de Setso près de Kourou. Les plongeurs de Guyane s'y retrouvent le week-end. Dès que j'ai la tête sous l'eau, ça y est, c'est bon. Là, c'est le bonheur et on peut partir. C'est la détente, c'est une sensation différente en fait. Moi, c'est plus, quelque part, c'est plus mon milieu quand je suis sous l'eau et donc j'en profite. Je suis allée en Floride plonger sur les sites d'agrégation du mérou géant. Donc c'est sur des sites naturels et qui sont rocheux. Et là, il y a des agrégations de 80-100 mérous qui sont énormes parce qu'ils sont matures. Et ils forment des groupes qui sont curieux. Donc certains viennent nous voir, ils s'approchent. Et hop, si on leur fait un peu peur, ils émettent des sons, ils font un boum boum. Et ils fuient comme ça à l'autre bout. Mais ils sont hyper paisibles. Pour moi, les mérous, c'est un peu le sage de la mer et curieux. C'est la force tranquille de l'eau. C'est avec Christopher Koenig que Céline a observé les mérous géants de Floride. Il y a 20 ans, à cause de la surpêche, ils avaient presque disparu des États-Unis. Aujourd'hui, Christopher est devenu le spécialiste mondial de cette espèce. Le laboratoire marin de l'Université d'État de Floride est installé au nord du golfe du Mexique, dans un espace naturel à une 50aine de kilomètres de Tallahassee, la capitale de l'État. Dans cette zone préservée, chercheurs et doctorants étudient les algues, la mangrove et la faune aquatique, en particulier Epinephelus itajara, le mérou géant. Ici, l'eau est claire et il est possible avec des petites caméras de compter les poissons. Une enquête minutieuse qui a déjà donné des résultats puisque la population de mérous se reconstitue progressivement. En 20 ans, la Floride aurait retrouvé entre 50 et 70% de ses mérous.
C'est le biologiste Christopher Koenig qui dirige le laboratoire et suit les travaux de Céline en Guyane. Ce sont des animaux fascinants sous différents aspects. D'abord parce qu'on ne connaissait rien sur eux. Nous avons découvert qu'ils se nourrissent même à l'âge adulte de crabes. Nous avons également observé qu'ils nettoient les récifs qui ont été recouverts de sédiments par une tempête. En agissant ainsi, ils créent aussi un habitat pour d'autres espèces. Nous avons mis en évidence que, quand ils sont abondants dans le récif, ils créent une plus grande biodiversité. Une des conclusions à laquelle les pêcheurs arrivent consiste à dire que s'ils voient une population augmenter et une autre diminuer, alors ils ne considèrent pas qu'ils jouent un rôle dans ces changements. Ils concluent simplement que l'espèce qui est en abondance mange l'espèce qui est en train de décliner. Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier de prendre en compte le facteur humain et sa présence dans cette situation. Le problème, ce ne sont pas les mérous géants. Le problème, c'est nous. C'est à Jupiter, la station balnéaire au nord de Miami, que Christopher vient observer les regroupements de mérous à l'époque de leur reproduction. À l'image de ses étudiants, Céline a plusieurs fois fait partie de l'équipe. Cet hydrophone permet de repérer la présence des mérous sous l'eau. Ils sont particulièrement bruyants en période de reproduction. L'équipe des plongeurs est bien rodée. Don va taguer les mérous présents sur le site, pendant que Christopher les mesurera avec un système laser. Don DeMaria est un tireur sous-marin hors pair. Il a longtemps chassé les mérous géants avant de devenir l'ami de Christopher et d'aider le travail des scientifiques. En suivant Don, qui peut taguer une cinquantaine de mérous par plongée, Céline s'est rendue compte de la difficulté du comptage qu'elle doit réaliser en Guyane, en pêchant seulement depuis la surface. Certainly took a lot. There were hundreds. It seemed like an unlimited resource. J'ai tué des centaines de mérous en pensant que la ressource était inépuisable. Puis je me suis rendu compte que ça ne marche pas comme ça. J'ai chassé ces poissons pendant 10 ans et doucement, je les ai vus disparaître. Alors j'ai lu des ouvrages sur leur biologie. J'ai parlé à des spécialistes jusqu'à ce que je réalise que les mérous se regroupent pour se reproduire. Maintenant, je les marque plutôt que de les chasser. Et j'essaye d'aider le travail de recherche en espérant voir les mérous faire leur retour. C'est sans doute l'un des seuls endroits au monde où on peut les voir aussi bien. C'est proche du rivage, l'eau est claire, et les poissons valent bien plus vivants que morts. Pour mesurer les mérous, l'équipe a mis au point des lasers qui projettent des points lumineux sur les poissons et enregistrent les images. Avec cette technique, l'échantillon est moins aléatoire que celui des captures à l'hameçon. Tant d'espèces ont été surexploitées. J'ai vraiment envie qu'on puisse les reconstituer, revenir dans l'état dans lequel c'était il y a 100 ans. Nous avons des réserves, nous avons des parcs naturels. Il devrait exister la même chose pour la mer, puisque la plongée s'est beaucoup développée ces dernières années. Pour obtenir des informations sur les phases de reproduction du mérou, des hydrophones immergés enregistrent en permanence sur le site.
Cette carte mémoire contient des paroles de Mérou pendant 11 mois. Des informations précieuses que Jim Locascio, le bioacousticien de l'équipe, va analyser. Il sait interpréter les sons produits par les poissons. Si la communication des mammifères marins est bien connue, celle des autres espèces reste encore mystérieuse. Chaque espèce produit un son spécifique. Donc une fois qu'on a identifié quelle espèce produit quel son, toutes les informations qui sont enregistrées dans ces appareils pendant une période d'1 année vont nous permettre, en passant en revue les enregistrements, de déterminer quelles espèces sont présentes sur le site. Dans cet enregistrement, on entend beaucoup de bruits de fond produits par les crevettes et d'autres invertébrés. Et là, ces points orange vifs sont des basses fréquences qui correspondent aux appels du mérou. Ça fait boum. Ça a la forme d'un signal à haute amplitude qui ressemble au mouvement convulsif d'un muscle. Ces sons sont produits par les mâles pour attirer les femelles. Le son est un mécanisme de communication. Le son est extrêmement utile sous l'eau parce qu'il voyage 5 fois plus vite que dans l'air et il s'affaiblit moins avec la distance. C'est donc un canal de communication extrêmement efficace. Si un son est produit, alors on a toutes les chances pour qu'il soit interprété par les poissons qui l'entendent, mais nous n'avons pas beaucoup de connaissances sur la sensibilité auditive des poissons. C'est un champ de recherche très intéressant, rempli de mystères. Au large de Cayenne, la pêche est complètement interdite dans la réserve naturelle du Grand Connétable. C'est le principal lieu d'investigation de Céline Artero pour établir la pyramide des âges des mérous de Guyane. Taille totale 123. Circonférence 85. Quand on voit ce petit mérou de 36 kilos, on imagine aisément la taille des adultes qui pèsent 2 à 300 kilos. Des monstres, très difficiles à remonter à la ligne. C'est l'âge d'à côté ? Ah, voilà, c'est parti. Ok. La réserve du Grand Connétable pourrait être un des lieux de reproduction. Pour le savoir, à l'image de la Floride, Céline a immergé des hydrophones. Donc il a fallu plonger, faire une manip un petit peu délicate pour poser ces hydrophones. Et donc l'hydrophone a refait surface, a traversé l'océan Atlantique et a été retrouvé sur une plage du Texas. Donc on n'a pas de données, mais on a retrouvé notre matériel. C'est important de trouver en fait les géniteurs, où ça se passe pour éventuellement protéger ce site-là et juste ce site-là, et ce qui permettrait de maintenir la population. Donc ici on a plusieurs hypothèses, soit il y a une reproduction en Guyane, soit il n'y en a pas. Et dans ces cas-là, la reproduction se ferait potentiellement au nord du Brésil et le courant amènerait les larves jusqu'en Guyane. Ce qui reviendrait à dire que la protection du mérou au Brésil profite aux pêcheurs de Guyane. Non mais dépêche-toi. Je me dépêche. Pour le remonter, ouais, c'est assez sportif. Il est très rare de pêcher des gros poissons comme ça. Hein. Ce qui fait que là, quand on en pêche un gros comme ça, et après le plaisir de le revoir repartir, c'est bien. Un dernier sondage d'estomac avant de plier bagages. Avec 6 mérous marqués, la journée a été productive. Estomac vide. Y a rien. Pour compter le nombre de mérous présents sur un site, l'équipe de Floride plonge et obtient les données en 2 heures de temps. En Guyane,
Après 2 ans de pêche autour de l'île du Grand Connétable, Céline ne parvient pas à réaliser une estimation fiable, mais elle vient d'expérimenter une nouvelle technique qui pourrait faire bouger les choses. Une échographie de la mer. Il fallait y penser. Cette technologie acoustique pourrait permettre de percer le secret des eaux brunes de la Guyane. On voit des taches lumineuses qui correspondent aux poissons. Et grâce à leur attitude et à la position au niveau du sol, on en déduit que c'est du mérou ou pas. Ici, on a le sol. Ici, on a l'eau. Et là, c'est la surface. Donc, ce qu'on voit ici sont des mérous géants. On voit un petit peu l'attitude plus ou moins grégaire du mérou. Il reste plus ou moins immobile. On aperçoit un requin au bout d'un moment où on distingue vraiment bien les nageoires pectorales qu'on ne distingue pas du tout sur le mérou. C'est un peu magique. Là, tout d'un coup, on voit des nages, on peut distinguer plusieurs espèces. On peut faire même du comportemental, alors qu'en fait, on voit rien du tout. Pour moi, l'utilisation de la caméra acoustique en Guyane, c'est la technique à utiliser pour faire des études sur le mérou géant et sur d'autres espèces également. L'étude sur le mérou géant de Guyane n'est donc pas terminée. Il faudra attendre les nouvelles informations apportées par les images acoustiques pour déterminer des mesures de protection adaptées. En Floride, Christopher Koenig tente de capturer des œufs pour élever des petits mérous et repeupler certaines zones. Comme vous le savez, les mérous géants sont en voie de disparition. La Floride fait partie des grandes réussites, mais dans les Caraïbes, la situation est alarmante. La Guyane française fait aussi partie des exceptions, parce qu'on en trouve encore beaucoup, mais des signes montrent que la population s'épuise. Je sais que Céline Artero y travaille. En protégeant les zones clés, les Guyanais pourront maintenir un groupe de mérous en bonne santé. Ailleurs, si on parvient à réintroduire de très jeunes poissons dans la mangrove et qu'ils sont bien protégés, il y a de grandes chances qu'ils survivent. Grâce au travail des chercheurs comme Céline et Christopher, à la prise de conscience des pêcheurs et aux mesures de protection, les mérous géants ont des chances de retrouver leur place dans les océans.